Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois. Cette semaine, j'avais très envie de vous parler des nouveaux produits qui sont utilisés dans le monde agricole. Parce que quand on parle d'agriculture, on pense très souvent aux pesticides et aux engrais. Mais en fait, il n'y a pas que ça, c'est vraiment un secteur ultra innovant, notamment avec les enjeux de lutte contre le changement climatique. Dans cet épisode, on va parler des biostimulants. Je ne suis pas la seule intéressée par le sujet parce que le ministère de l'Agriculture a lancé en mars 2024 le grand défi biocontrôle et biostimulants pour développer ces nouveaux produits. Alors, qu'est-ce que sont les biostimulants et à quoi servent-ils ? C'est le sujet de l'épisode du jour. Alors, petit rappel avant de commencer l'épisode, histoire qu'on parle tous de la même chose. Vous savez que j'aime bien les petits moments définition. Les pesticides, c'est utilisé quand une plante est attaquée par une maladie, un champignon ou un insecte. Donc là, le but, c'est d'intervenir tout de suite pour limiter ce risque. Les engrais, eux, c'est ce qui sert à aider la plante à pousser. Ce sont des fertilisants. Sauf que ces dernières années, il y a quand même pas mal de changements, notamment météorologiques, dans le monde agricole. Et quand il y a un été chaud, par exemple avec des températures très élevées, ou qu'il ne pleut pas pendant plusieurs semaines dans un champ qui n'est pas irrigué, et du coup, c'est compliqué de sauver les cultures. Et dans ces conditions, les pesticides, ils font pas grand-chose. Et le coup de boost des engrais, des fertilisants, c'est plus limité aussi dans ces conditions-là. Du coup, avec le changement climatique, on voit arriver de nouveaux produits qui s'appellent les biostimulants. Et ils ont le rôle d'améliorer la résilience des plantes face au stress notamment. Donc ça, c'est pour l'objectif des biostimulants. Mais comment ça fonctionne exactement et qu'est-ce qu'il y a dedans surtout ? C'est quand même une question importante. J'ai posé la question à Valentin Pittiot, qui est chef du secteur agriculture chez Kelp Blue, j'espère que je prononce bien, qui est une entreprise qui produit des algues et qui les récolte ensuite pour faire des biostimulants à base d'algues. Je vous laisse écouter. Les biostimulants, c'est en fait des intrants qui vont permettre d'améliorer la santé des plantes. Donc ça vient en fait stimuler le métabolisme des plantes et ça va permettre aux plantes et tout type de culture, à la fois la grande culture mais aussi tout ce qui est arboriculture ou légumes, ça va leur permettre donc d'améliorer soit l'efficacité de l'utilisation des éléments nutritifs ou alors d'améliorer la tolérance au stress abiotique. Donc c'est par exemple la tolérance du gel, la tolérance à des forts stress hydriques, c'est-à-dire quand il ne peut plus, ou également d'améliorer les caractéristiques qualitatives. Donc là on est plutôt par exemple sur la teneur en protéines du blé. Et enfin, la dernière caractéristique des biostimulants, c'est qu'ils viennent améliorer tout l'accès aux nutriments qui sont confinés dans le sol. Donc, c'est-à-dire que la plante ne peut pas y avoir accès. La différence entre les biostimulants et les fertilisants, il y a un exemple que je dis souvent, c'est nous par exemple en tant qu'humains, quand on mange de la nourriture, c'est un peu comme si on utilisait des fertilisants. Ça vient là juste pour nous apporter de la nourriture. Et en fait, les biostimulants, ils ont un peu la fonction plutôt des vitamines. Donc, ils sont là pour nous booster notre énergie, pour nous booster notre corps, pour qu'on ait une meilleure assimilation, par exemple, de la nourriture. Aujourd'hui, le marché du biostimulant, il est divisé en 3 parties. On a les biostimulants à base d'algues, qui représentent à peu près 30 à 35%. On a les biostimulants à base d'acides naturels qui proviennent des plantes, qui représentent aussi 20 à 30%. Et finalement, on a les biostimulants à base de micro-organismes. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre par rapport au sol et à la santé de la plante, quel est celui qui conviendrait le mieux à l'agriculteur. On voit bien qu'avec ces 3 catégories, les biostimulants, ce sont en fait des produits naturels. Mais on peut se demander également pourquoi on parle des biostimulants maintenant. Je veux dire, l'impact du changement climatique, ça fait un petit moment quand même qu'on est au courant. Alors pourquoi c'est ces dernières années que les biostimulants commencent à monter ? Il y a 2 raisons avancées. La première, c'est la réglementation, et la deuxième, c'est l'innovation. Pour la partie réglementation, on commence pas mal à essayer de limiter certaines molécules de synthèse, voire à les interdire.
Et donc, il faut bien trouver des solutions dessus. Donc, cette limitation des produits oblige les agriculteurs et le monde agricole à réfléchir à d'autres options. Ce qui fait qu'on arrive sur l'innovation. La science aussi évolue beaucoup dans ce secteur et on entend de plus en plus parler de la santé des sols. Et donc on étudie toujours plus les mécanismes et les fonctionnements des plantes, ce qui en vient à développer de nouveaux produits, à savoir les biostimulants dont on parle là, et les produits de biocontrôle. Bon, c'est pas tout ça, mais dans cet épisode, on n'a pas entendu d'agriculteur. Donc ça me va pas. J'ai donc échangé avec Benoît Georges, agriculteur en grande culture, qui produit du lin, des pommes de terre et de la betterave, et il est basé en Seine-Maritime. Alors, comment il a entendu parler de ces nouvelles techniques et comment il les utilise ? Ce qui est formation, après oui, c'est par des groupes d'agriculteurs comme ça un peu innovants, par des réseaux sociaux sont importants aussi. Il y a pas mal de gens qui innovent, qui font des trucs intéressants. Il y a pas mal de sociétés qui se montent avec des biocontrôles, des choses comme ça, et puis qui cherchent des agriculteurs pour faire des essais. Et donc moi j'en fais tous les ans des essais avec Veragro ou avec d'autres boîtes aussi qui font des essais sur des produits un peu exotiques là. Donc j'en fais tous les ans en pommes de terre, en lin, surtout sur les cultures industrielles, parce que c'est les cultures qui font la marge de la ferme, et puis c'est là où il y a des choses intéressantes à aller chercher, quoi. Et donc voilà, donc j'utilise aussi du lombricompost qu'ils mettent en liquide, donc qui est très facile à mettre dans les pulvées, d'aller traiter entre guillemets, d'aller pulvériser sur les parcelles, c'est hyper simple. C'est un produit qui sent bon, ça c'est anecdotique, mais c'est un produit qui sent bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre le casque, les gants, la combinaison intégrale quand on verse ça dans le pulvérisateur. On fait ça en short t-shirt si on veut, et puis c'est un produit qui est homologué en bio, qui a aucune incidence phytosanitaire. Et moi ça va faire la 4e année que j'en utilise, ouais. Donc j'en utilise sur le lin, je fais des essais en pommes de terre aussi, j'en ai fait sur du blé l'année dernière aussi sur une parcelle. J'ai essayé d'utiliser ça parce qu'en fait on se rend compte qu'on va dans des situations climatiques où il y a les extrêmes qui vont être de pire en pire. Ça va aider la plante à se défendre naturellement, donc ça va contrer un peu les stress hydriques qu'on peut avoir. Moi j'utilise beaucoup par exemple au mois de juin, quand on a des mois de juin secs. Je l'ai utilisé beaucoup en 2023. 2023 c'est une année très sèche au mois de juin là, sur le lin surtout, et les lins poussaient plus, on avait des gros problèmes de pousse de lin qui étaient bloqués par la sécheresse. Et en fait, ces produits-là ont permis un peu de freiner l'incidence qu'on pouvait avoir avec le stress climatique. Et j'ai pu sauver entre guillemets des parcelles de lin qui n'auraient pas pu être récoltables. Donc c'est pour ça que j'utilise ces produits-là aussi, c'est parce que c'est pour entretenir un peu la vie du sol que j'essaye d'améliorer d'année en année, même si c'est pas facile tous les ans, parce qu'il y a des années où la météo nous rappelle à l'ordre et nous dit que voilà, c'est quand même la météo qui décide de tout. Je pense que il y a de l'amélioration, ça c'est sûr. Après c'est difficile à évaluer, mais c'est des produits qui coûtent pas très cher en plus, qui sont faciles à utiliser. Après c'est vrai que faut faire quand même attention, parce que dans tous ces domaines-là, il y a quand même pas mal de marchands un peu de rêve aussi, donc ils veulent essayer de nous faire croire qu'on va gagner 10 tonnes à l'hectare de patates grâce à leurs produits et tout ça. Bon, faut quand même se méfier. Il y a des produits, moi j'aime bien faire toujours des bancs de témoins, faire des essais, voir un peu s'il y a des évolutions. Alors, on voit que les biostimulants sont utiles notamment pour assurer le rendement en conditions difficiles, mais on voit également que cela n'est pas forcément accompagné de la baisse de l'utilisation des autres produits. En fait, ça va dépendre d'un agriculteur à l'autre, de sa stratégie et de comment il fonctionne. Et ça me fait arriver sur le deuxième point, qui fait que oui, il y a un nouveau produit, mais un nouveau produit peut aussi s'accompagner d'un changement de pratique agricole dans le cadre d'une transition agroécologique. L'un n'empêche pas l'autre, c'est important de le redire. Et c'est justement le cas de Benoît Georges, qui, vous allez voir, il fait 2-3 trucs en plus. Je vous laisse écouter. Moi, je suis engagé dans une démarche d'agriculture de conservation des sols au maximum. Donc, c'est-à-dire que je fais attention à tout ce qui est préservation de la qualité de l'eau, des sols et tout ça. J'essaye de ne plus labourer. J'utilise le moins possible d'intrants phytosanitaires. Je fais des cultures associées, je fais des couverts végétaux très diversifiés. Pour revenir à l'entreprise Kelblue, j'ai demandé également à Valentin Pittiot comment l'Europe se situait sur ce nouveau marché pour savoir si on était en retard ou pas. Alors l'Union européenne, elle est très bien située sur le marché de la biostimulation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une réglementation au niveau européen qui est arrivée en juin 2019 sur les biostimulants. Donc par exemple,
celui qu'on produit à base d'algues, il est enregistré sous cette réglementation-là, ce qui veut dire qu'on peut le vendre de partout en Europe. Donc il y a cette harmonisation entre les pays de la réglementation. Il y a des pays où il y a une absence totale de réglementation, par exemple au Royaume-Uni, où donc les gens ils peuvent vendre un peu le type de produit qu'ils veulent et ils n'ont pas forcément besoin de le réglementer. Et ça pose des problèmes parce que donc sur le marché, il y a beaucoup de produits qui sont vendus qui sont pas forcément d'une qualité exemplaire parce qu'ils n'ont pas besoin de répondre à certains critères ou pas besoin de fournir des essais. Il y a une autre chose qui va faire que le marché européen est assez mature, c'est malheureusement la présence de plus en plus fréquente de stress. Des stress hydriques ou alors trop de pluie ou trop de soleil. Et en fait, comme les biostimulants, ils viennent aider les agriculteurs à répondre à ces pressions environnementales, il y a le marché qui grandit un peu plus. Donc bizarrement, par exemple en Afrique, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de réglementation sur les biostimulants. Donc c'est très compliqué pour les entreprises de les distribuer. Mais par contre, il y a une demande assez importante parce qu'il y a beaucoup de stress hydrique. Donc voilà, tous les marchés sont un peu différents. L'Europe, c'est vraiment le marché le plus avancé. Ensuite, on a l'Amérique latine qui grandit très rapidement, dû au stress aussi, et l'Asie qui prend un peu de temps, mais qui arrive très vite sur le marché en fait. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est aussi l'objectif du podcast. Avec plaisir. Je me permets. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un effet d'aubaine? Parce que oui, il y a certaines boîtes qui sont spécialisées que sur les biostimulants, mais on voit aussi que ce sont des entreprises qui produisent déjà des engrais ou des pesticides. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet un peu, on va pas dire greenwashing, mais voilà, si, clairement. On fait vendre un produit en plus aux agris, quoi. Non, moi je suis assez d'accord là-dessus. En fait, ce qu'on voit en fait dans le marché, c'est qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui ont développé des technologies très intéressantes. Donc, par exemple, Keblou, on a développé cette technologie-là et le marché a commencé à grandir. Et maintenant, toutes les grosses entreprises qui généralement produisent des produits qui sont assez chimiques, en fait, eux, ils se rendent compte qu'il y a le marché de la biostimulant qui est en train d'augmenter. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils rachètent toutes les petites boîtes qui ont développé les technologies ou même que eux en interne, ils font leurs propres produits pour se situer sur le marché. Alors, moi, j'y vois deux choses. Je me dis, comme vous, effectivement, il y a un impact possible de greenwashing où c'est juste, on peut vendre un produit en plus aux agriculteurs. Après, quelque part, ce qu'il faut se dire, c'est mieux que ces grosses entreprises-là, elles vendent des produits qui soient naturels, qui permettent aux agriculteurs d'améliorer la santé de leur sol, plutôt qu'elles continuent à vendre des pesticides et des produits qui soient très néfastes pour les sols dans certains cas. Pour conclure cet épisode, je voulais vraiment vous faire cet épisode pour vous montrer l'innovation qu'il y a en ce moment dans le secteur agricole et pour vous montrer aussi qu'on cherche des solutions. Donc ça, c'est le point très chouette. Mais je voulais aussi signaler qu'un produit n'est pas magique. Cela peut rester également dans la course au rendement. Il y en a beaucoup qui vendent les biostimulants sur l'idée que ça va augmenter les rendements. L'objectif, c'est aussi de sauver les cultures. Et cela ne se passe pas d'un changement de pratique. Vous l'avez vu également avec le témoignage de Benoît Georges. Donc on voit que ça peut être aussi un outil supplémentaire dans la transition agroécologique. Et dernier petit point, si vous voyez un agriculteur sortir avec le pulvérisateur, cela n'est pas forcément un pesticide dedans, ça peut être d'autres produits. Ils peuvent pulvériser des pesticides bien sûr, mais ils peuvent pulvériser également des produits de biocontrôle, ils peuvent pulvériser des produits de biostimulants, des produits labellisés en bio. Bref, ce n'est pas parce qu'il y a un pulvérisateur que c'est un produit dedans qui est particulièrement nocif pour nous. Donc n'hésitez pas à poser la question justement, si vous voyez un agriculteur qui traite, n'hésitez pas à lui glisser un mot, tu utilises quoi ? C'est important aussi de pouvoir discuter sur ces sujets-là parce que on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Pour le réaliser, je l'ai accompagné d'un bon café. Et je vous dis ça parce que j'ai ouvert une page Buy Me a Coffee qui vous permet de financer ces cafés qui me permettent de réaliser chacun des épisodes que vous écoutez. Alors si vous souhaitez soutenir Agricois, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve dans un prochain épisode. Bonne journée!